Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom le neuromarketing. Ce séminaire se tournera autour de la définition du neuromarketing, à quoi sert le neuromarketing, les champs d'application du neuromarketing, les outils du neuromarketing, les avantages et inconvénients du neuromarketing et enfin les futures et tendances de neuromarketing. Tout cela avec Dr Sharafuddin Mohamed du corps professoral de l'université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sharafuddin. Dr Sharafuddin, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Docteur, nous n'arrivons pas à vous entendre. Veuillez activer le micro, s'il vous plaît. Désolé, je ne savais pas que vous ne m'entendiez pas. Maintenant, vous pouvez m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Vous pouvez repartager l'écran présent, s'il vous plaît? Donc, est-ce que l'écran n'est pas encore partagé? Non, comme elle a disparu. C'est juste qu'elle a Attendez. disparu. Le reparle une autre fois, s'il vous plaît. Et comme ça? Voilà, c'est mieux. Très bien, très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous voir. Alors, le sujet de neuromarketing est un sujet très important dans le marketing et ici même dans les différents aspects de l'entreprise. Avant maintenant d'aborder qu'est-ce que ça veut dire le marketing, c'est quoi le marketing, quels sont ses outils, ses approches, etc., etc. Prenons cet exemple. Un être humain, ou bien un adulte normal, prend environ de 200 décisions par jour. Et ça, c'est que pour la nourriture. Par exemple, si vous voulez, disons, vous voulez acheter par exemple des yaourts. Déjà, ça, c'est une décision. Est-ce que je vais m'acheter du yaourt ou pas? Ça, c'est une décision. Et puis, vous allez choisir quel type où je vais acheter ce yaourt-là. Est-ce que je vais à une épicerie, un supermarché, une supérette, etc., etc. Ça aussi, c'est une décision à prendre. Et prenons par exemple, si vous êtes allé à un supermarché et vous êtes dans le rayon de yaourt, vous êtes maintenant en face de centaines de marques de yaourt. Donc, vous devez prendre une décision de choisir lesquelles de ces marques vous allez acheter. Ça aussi, c'est une décision à prendre. Et si vous avez choisi déjà la marque ou les marques, maintenant, vous devez choisir, par exemple, quelle taille du yaourt vous allez acheter et quel goût vous allez acheter. Est-ce que vous allez prendre le goût du pêche, le goût, par exemple, des abricots, de l'orange, etc., etc. Tout ça, ce sont des décisions à prendre durant seulement l'achat du yaourt. Et imaginez ça, vous faites ça avec tous les articles de cuisine. Et même, par exemple, si vous voulez aller à la maison, qu'est-ce que je dois cuisiner aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire de haricot? Est-ce que je vais faire du laurier? Est-ce que faire quoi? Et ça, est-ce que je vais seulement m'acheter du pizza, etc., etc. Ça, ce sont des décisions à prendre chaque jour.
Vous voyez maintenant que ces décisions sont énormes, sont beaucoup. Et donc, même cela, l'être humain, lorsqu'il prend vraiment ses décisions, il ne rend pas compte à ça. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué de prendre 200 décisions par jour seulement pour la nourriture et quelques d'autres décisions pour, par exemple, pour aller au travail, pour ça, pour faire ça, pour faire ça et pour faire ça. Donc, toutes ces décisions à prendre, les gens, ou bien l'être humain, ne rend pas compte à ça. C'est pourquoi on voit ici que parmi les études et parmi les statistiques, on trouve que 95% des décisions d'achat sont subconscientes. C'est-à-dire que l'être humain ne rend pas compte qu'il a déjà pris ces décisions. Donc, il y a derrière ces décisions d'autres facteurs qui incitent les gens à prendre des décisions sans rendre compte qu'il est en train de prendre des décisions. Ces facteurs sont des facteurs émotionnels, sont facteurs psychologiques. Parce que vraiment, une personne qui va faire toutes les décisions d'une façon rationnelle, il sera très fatigué. C'est tellement impossible, voire impossible de faire toutes les décisions rationnellement. Et donc, lorsqu'on fait des études, on a trouvé que 95% de ces décisions sont des décisions subconscientes. Alors, maintenant, de cette manière-là, on pose la question, les marketeurs posent la question, si vraiment 95% des décisions d'achat sont subconscientes, pourquoi vraiment on fait tous ces efforts seulement pour cibler le 5% des décisions? On doit aller à ces 95% des décisions d'achat subconscientes pour inciter les gens à satisfaire, à acheter ces produits-là ou en même temps à satisfaire leurs besoins. Donc, c'est ça qui est venu maintenant le neuromarketing. On doit savoir quels sont ces facteurs émotionnels, quels sont ces facteurs psychologiques qui incitent les gens à faire des achats, qui incitent les gens à faire des décisions journalières. Et ça, euh, euh, par exemple, les marketeurs ont commencé à faire des expériences sur le neuromarketing. Par exemple, ils ont mis, parmi les expériences qu'ils ont fait, ils ont mis des boissons, mais avec d'emballages différents. Les mêmes boissons avec d'emballages différents. Et lorsqu'on a donné à la personne de goûter, bien sûr, de voir ces boissons-là, il dit que ces boissons sont différentes. Il dit que ces boissons sont différentes, le goût est différent, l'odeur est différente, malgré c'est le même type de produit. Dedans, il y a le même type de boisson. Et seulement il y a différence d'emballage. Et qu'est-ce que ça? Ça, vraiment, il y a d'autres perceptions qui incitent les gens à vraiment apercevoir d'autres goûts. C'est seulement parce qu'il a vu l'emballage différent. Lorsqu'il a vu l'emballage différent, il croyait que le goût est différent. Et lorsque même il a goûté les boissons, il a senti que les boissons sont différentes. Et même parmi les expériences, lorsqu'on a changé de l'emballage, on a trouvé que 30%, une augmentation de 30% dans la volonté de payer sur le même produit. Et seulement parce qu'on a changé l'emballage. Donc, ça nous donne une idée que généralement, les gens, ils ne sont pas libres dans la prise de leurs décisions. C'est le même produit, mais seulement d'emballage différent. Donc, il est maintenant prêt à payer plus. Il, il a une perception différente parce qu'on a changé on a changé le type d'emballage. Et ça, on s'était les marketeurs d'aller plus loin, de vraiment voir comment le cerveau, comment le système nerveux de l'être humain puisse changer toute la perception de l'emballage, de la publicité, toutes les activités marketing. Maintenant, on peut savoir qu'est-ce que ça veut dire le neuromarketing. Alors, le neuromarketing, c'est une approche du marketing qui utilise les connaissances des neurosciences pour mieux comprendre le comportement des consommateurs. Donc ici, on peut voir que le neuromarketing combine deux approches. C'est la neuroscience
et le marketing. Neurosciences, c'est l'étude du cerveau, l'étude du système nerveux de l'être humain, ses réactions, etc., envers les différents stimuli de l'environnement. C'est l'étude du cerveau et l'activité cérébrale de l'être humain. Mais le marketing, vous connaissez tous que le marketing, c'est l'étude de comment satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Donc, cette là, la combinaison des deux approches-là, on a trouvé la solution qui est le neuromarketing. Donc, on essaie de satisfaire les besoins des consommateurs au travers d'aller plus loin et d'aller au fond de l'être humain lui-même pour savoir ses besoins intrinsèques afin qu'on puisse vraiment satisfaire ses besoins. Parce que parfois, lorsqu'on fait des études, on trouve que l'être humain, bien le consommateur, il dit qu'il a besoin de ça, il a besoin de ça, il veut ça, mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Mais lorsqu'on lui donne le produit, il s'enfuit. Il va dire non, 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 je n'ai pas besoin de ça exactement. Alors que le consommateur, il ne sait pas vraiment exprimer ses émotions, ses besoins. C'est pourquoi on doit trouver une méthode qui est dans la neuroscience, de trouver vraiment ses besoins dedans afin qu'on puisse bien le comprendre, afin qu'on puisse bien sûr faire la conception des activités marketing convenables vraiment au consommateur. C'est ça vraiment ce que ça veut dire le neuromarketing. Donc, à travers ça, on peut récapituler que le neuromarketing et l'objectif primordial du neuromarketing, bien sûr, c'est de savoir la réaction et le comportement du consommateur. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est afin de bien comprendre le comportement du consommateur, on doit utiliser la neuroscience pour savoir c'est bien ce comportement. Parce que la neuroscience, le consommateur ici ne peut pas mentir. Vraiment, il ne peut pas mentir. Parce que c'est les activités de son cerveau, c'est les activités de ses gestes. À travers de ça, on peut déduire quels sont vraiment ses besoins, quelle est vraiment sa réaction. Il ne peut pas mentir de ça. Oui, il peut vous dire des choses et des choses et des choses, mais la vérité, le consommateur, en vrai, il ne peut pas vraiment s'exprimer. Il ne peut pas exprimer bien ses émotions. Même le consommateur, s'il essaie bien d'exprimer ses émotions, peut-être il y a d'autres facteurs qui lui bloquent pour bien exprimer ses émotions. Alors, on doit aller en neuromarketing pour bien savoir ses émotions, ses facteurs psychologiques. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr essayer d'établir une activité marketing, par exemple faire de la conception de la marque, du produit, de l'emballage, quel est le prix convenable, etc., etc. Donc, le neuromarketing nous aide à faire la conception de l'activité marketing. Ici, par exemple, comme vous voyez là, on a donné à une personne, c'est-à-dire un consommateur, le boisson. Sinon, on a donné le boisson. Le premier boisson, c'était le Coca-Cola sans lui dire que c'est de Coca-Cola. Vous voyez ici, il n'y avait pas une réaction dans sa tête. Seulement, il y a ici une petite réaction. C'est la réaction des boissons. Mais lorsqu'on a lui dit que cette boisson-là, on a lui donné des boissons avec la marque Coca-Cola, on avait une réaction dans son cerveau plus que la réaction précédente, qu'il y a une réaction émotionnelle. Parce que c'est du Coca-Cola. Ce n'est pas comme le boisson précédent. Le boisson précédent, il n'avait pas, malgré c'est le Coca-Cola, mais il n'avait pas de marque, il n'avait pas d'emballage, il n'avait pas de ça, de ça. Donc, il y a seulement une réaction, une petite réaction dans son cerveau. Mais ici, il y a plus de réactions. Peut-être le consommateur ne vous dit pas, mais le neurosciences vous dit la réalité. Pourquoi il y a cette réaction? C'est ça le consommateur, c'est ça le neuromarketing où il cherche vraiment. Est-ce qu'il y a une réaction positive ou bien négative et comment le consommateur a réagi au produit de l'entreprise? Donc, c'est ça vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, les objectifs de la neuroscience.
Bien sûr, dans la neuroscience, il y a plusieurs de champs d'application où on applique beaucoup de neuromarketing. Je vais vous citer ici quelques exemples dans différents domaines. Par exemple, commençons par les marques et les produits. On commence par exemple par la marque Apple. Apple, vous connaissez tous, bien sûr, que, ils produisent de l'iPhone et vous savez que vraiment les produits de Apple sont de style vraiment particulier. Il y a du style que tous les gens aiment le style de Apple. Et c'est ça la raison du succès de Apple. C'est pas seulement de la performance, parce qu'on voit que, par exemple, Samsung, on voit d'autres types de produits qui sont plus performants que les produits de Apple. Mais pourquoi Apple a eu cette notoriété particulière? C'est parce qu'il utilise le neuromarketing. Et comment il utilise le neuromarketing? Il utilise le marketing, par exemple, ici dans la conception de leurs produits et même ici dans le site web de Apple. Vous voyez qu'ils savent très bien de faire un site web minimaliste, c'est-à-dire pas beaucoup d'informations. Et on essaye de bien placer stratégiquement les produits et les textes où on veut vraiment le consommateur regarde le produit. Et dans cette phase-là, donc comme ça, on essaye de bien inciter ou bien faire avoir des réactions positives sur le consommateur. Donc, vous voyez que au travers de ça, c'est pas seulement que un styliste ou bien un designer qui vient et fait le style de Apple, bien non, ça ce sont vraiment des études de neuromarketing afin qu'on puisse arriver à faire tout cela et tout cela. Donc, où est-ce qu'on peut mettre ce texte-là? Comment on doit présenter ce produit, etc., etc. C'est au travers vraiment le neuromarketing. Aussi, on trouve le neuromarketing aussi dans le domaine de la nourriture, comme ici le KFC, c'est Kentucky Fried Chicken. C'est KFC, par exemple, utilise cette phrase-là qui est très célèbre. En anglais, c'est finger licking is good, c'est-à-dire que lécher les doigts, c'est très bon. Lécher les doigts, c'est très bon. Parce que déjà, on a toujours l'habitude, lorsqu'on mange, c'est avec, surtout avec ces petits snacks et tout, on prend avec nos doigts, avec nos mains. Et lorsqu'on termine, on a cette sensation, cette besoin d'aller lécher nos doigts lorsqu'on termine. Mais si on avait le timide devant les autres, on ne peut pas aller là, donc on va prendre seulement un peu de papier pour seulement effacer. Mais on ne peut pas aller lécher les doigts. Mais ici, quand Kentucky a su que vraiment les gens aiment de lécher les doigts après, par exemple, après manger ce type de snack et tout. Donc, ici, ils ont ce texte, cette phrase-là. Donc, lécher les doigts est très bon. Et donc, les gens, vraiment, maintenant, ils peuvent exprimer vraiment leurs besoins. Et ça inciter les gens à acheter plus parce qu'ils ont mis cette phrase-là. Et aussi, parmi cette phase sur le KFC, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, dans leurs épices, ils trouvent une formulation où ils font sortir un type d'arôme ou d'odeur particulier pour le KFC. Et ça incite beaucoup les gens à acheter. Surtout les KFC, par exemple, si vous commandez par exemple, de KFC à la maison, KFC, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent bien sûr votre commande, puis bien sûr, ils essaient d'augmenter l'odeur des arômes qu'ils ont mis dans leurs épices. Et ça, lorsque vous ouvrez le KFC, toute la chambre, ou bien la cuisine, ou bien le lieu de travail, c'est comme dit, donc il est plein euh, sur l'arôme, plein les odeurs de KFC. Et donc, ça, c'est comment ils ont fait ça? C'est pas seulement ça, c'est pas une initiative, mais c'est à travers les études neuromarketing. Et maintenant, et parce que ils ont fabriqué ce type des arômes et ce type d'odeur vraiment a influencé a augmenté les ventes de KFC. Et aussi, on peut utiliser le neuromarketing par exemple, sur la publicité. Et donc, ici, je vais essayer de partager ce vidéo-là. Est-ce que vous pouvez me dire si vous arrivez à le voir? Si vous n'arrivez pas, je ne vais pas l'expliquer.
Est-ce que vous pouvez voir Oui, nous pouvons le voir, mais nous n'arrivons pas à entendre ce qu'ils sont en Ah, train de dire. d'accord. Donc, oui, ça, c'est un problème Donc, pas de problème. Donc, je vais expliquer ça. Essayons de voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, comme vous avez vu dans, dans cette publicité, Cheetos, c'est une publicité des snacks, bien sûr des chips. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont utilisé le neuromarketing? Tout d'abord, ils ont créé ce type de publicité. Et il y a dans la publicité, il y a les deux dames. Il y a les deux dames. Ce sont des amis. Et puis, cette dame-là, elle a fait une farce, bien sûr, à son ami. Et qu'est-ce qu'elle a la farce? C'était quoi? C'est de mettre, bien sûr, le Cheetos, là, mettre l'orange du Cheetos, et mettre sur le linge. Bien sûr, ça, c'est le sèche-linge. Donc, bien sûr, les vêtements blancs. Donc, ça, lorsqu'on a mis ça euh, devant les consommateurs n'ont pas aimé cette cette publicité. Pourquoi? Ils disent qu'ils n'ont pas aimé euh, le type de farce qu'ils ont fait pour son ami, parce que ce n'est pas vraiment bien de faire tout ça, parce qu'elle était en train de laver, ça, de faire le linge et tout. Et enfin, elle a mis tous les tutos dans le linge de tous ses vêtements blancs, etc., etc. Donc, les gens, eh bien, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas. Mais lorsqu'ils ont fait le neuromarketing, les tests de neuromarketing, dedans, les gens vraiment ont aimé ça, ont aimé la farce. Et c'était très bien pour eux. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Cheetos? Elle a lancé, elle a lancé cette publicité. Et lorsqu'elle a lancé cette publicité, il y avait une augmentation des ventes à 20%. Parce que vraiment, les gens aiment ce type de farce. C'est amusant, oui, dedans, pour nous, on n'aime pas ça parce que surtout devant les gens, non, ce n'est pas bon parce que la dame elle a fait beaucoup d'efforts, etc., etc., etc. Mais au fond de nous, vraiment, les gens ont aimé ça et au travers les analyses de neuromarketing, les ventes sont augmentées. Aussi, on peut, désolé, on peut, par exemple, aussi appliquer le neuromarketing euh, sur l'emballage. Par exemple, vous voyez ici, au début, c'est le même entreprise, toujours l'entreprise Frito-Lay avec ces chips-là, ces Lay's. Au début, le Lay's, elles ont, comme vous voyez ici, c'est avant, ils ont fait ce type d'emballage. Mais lorsqu'ils ont fait tous les tests de neuromarketing sur le consommateur, ils ont trouvé que ce emballage avait une réaction négative. Les gens n'ont pas, même s'ils expriment que non, non, c'est bien, je peux acheter ce type de produit, c'est bien, non, pas de problème. Mais les tests neuromarketing ont révélé que les consommateurs ne sont pas attirés beaucoup sur cet emballage-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait encore un autre emballage. Bien sûr, par exemple un emballage maille avec une typologie, typographie était plutôt très bonne, et aussi toute l'écriture et ça, et ça, et ça. Et donc, lorsqu'ils ont fait encore une fois les tests neuromarketing ont révélé qu'il y avait une réaction positive sur ce type d'emballage-là et inciter même les gens à acheter plus. Donc, lorsqu'on a mis sur le marché ces deux types-là, les gens toujours achètent, bien sûr, le deuxième type, ça c'est le deuxième type d'emballage. Mais ça, ils n'ont pas aimé ça.
Mais comment on a pu faire la conception de l'emballage? C'est grâce au neuromarketing. Vous voyez que même l'emballage, on peut établir, bien sûr, faire de neuromarketing sur l'emballage. Ça concernant le frito-lay, bien sûr, sur la publicité. On a encore ici sur on peut appliquer le neuromarketing dans le commerce de détail ou bien le commerce de distribution. Et bien sûr, à travers les études, on a trouvé que 8 acheteurs parmi 10 quittent le produit lorsqu'ils voient que l'emballage de le produit est endommagé. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une chose vraiment surprenante parce que lorsque vous voulez acheter un produit, vous trouvez que l'emballage n'est pas bien ou bien endommagé ou bien cassé. Donc, vous allez directement penser que le produit dedans, il est cassé ou n'est pas de bonne qualité, etc., etc. Ça, c'est pas. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que le consommateur, lorsqu'il voit qu'un seul produit, c'est qu'une seule unité de produit est endommagée, il quitte toute la marque dans les rayons du magasin. Par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, du yaourt, vous trouvez qu'il y a, par exemple, je dirais qu'il y a un seul yaourt où l'emballage est endommagé. Le problème, c'est que le consommateur abandonne tout. Il n'achète pas même pas cette marque-là. Il dit que tous les produits sont même donc endommagés, même s'ils ne sont pas endommagés. Et donc, on appelle ça l'effet de contagion. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment contagieux pour tous les produits qui sont ou bien dans la marque. Donc, c'est pour cela. Donc, lorsqu'on est, ou bien on essaie de gérer, par exemple, un magasin, supérette ou bien un supermarché, on doit toujours enlever les produits endommagés. Même si ce n'est pas sont trop endommagés, s'il y a même petite, par exemple, de rature ou bien sur l'emballage, essayez d'enlever. Parce que le consommateur, ce n'est pas que le consommateur est mauvais ou pas, non. C'est le consommateur, c'est ça vraiment. Et- il ne, mais le consommateur lui-même ne sent pas ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. C'est ça, c'est le comportement du consommateur. Donc, c'est ça, c'est l'effet de contagion. Par exemple, aussi, on trouve dans un autre exemple sur le Samsung. Samsung, bien sûr, elle a des magasins où elle présente ses produits. Qu'est-ce qu'elle a fait, Samsung? Samsung, elle a essayé de créer un parfum, c'est pour son magasin. Parfum pour le magasin, bien sûr, pour avoir un odeur bien dans le magasin. Et lorsqu'ils ont fait ce type de parfum dans l'odeur, on a révélé que les consommateurs ou bien les visiteurs restent plus de 11 minutes de plus que d'habitude que le consommateur reste. C'est-à-dire que peut-être que l'odeur est agréable, ils ne sentent pas, donc ils sont bien confortables dans le magasin, alors qu'ils restent dans le magasin plus de temps. Et c'est comme ça, bien sûr, ça donne l'opportunité à Samsung de bien voir, de bien visiter ces magasins. Donc ça aussi, c'est parmi les champs d'application du neuromarketing. Bien sûr, le parfum est bien testé donc, bien sûr, avec les outils neuromarketing, etc., etc. On le verra ensemble. Aussi, parmi les techniques qu'on doit éviter dans le commerce, par exemple, de détail ou le commerce de distribution, il y a un effet, ou bien on appelle ça la paralysie de décision. Et ça concerne pour les clients potentiels. Qui sont les clients potentiels? Les clients potentiels, ce sont les clients qui n'ont jamais acheté le produit. Et lorsqu'ils sont devant un magasin plein de marques, ils ne peuvent pas choisir. Ils sont devant plein de marques. Par exemple, c'est contient de marques. Il peut par exemple acheter des céréales comme dans ce cas-là, comme vous voyez ici. Et il trouve devant lui plusieurs marques. Et dans ce cas-là, le consommateur, surtout s'il consomme, je parle du consommateur potentiel, il sera très paralysé. Il ne peut pas prendre une décision. Donc, pour les magasins, pour un conseil de magasin, il ne faut pas faire trop de marques dans les rayons pour un seul produit, parce que ça conduit à une paralysie de décision pour les clients potentiels. Je ne dis pas que
vous ne mettez pas beaucoup de choix pour le consommateur, oui, c'est mieux d'avoir beaucoup de choix. Mais avoir beaucoup de choix et beaucoup de marques, ça incite les gens vraiment, je ne suis pas inciter les gens, ça bloque les gens à avoir une décision pour acheter le produit. Donc ça, c'est parmi les cas où euh, on applique bien sûr le neuromarketing. Aussi, on applique le neuromarketing sur le prix. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle les tarifications l'heure, ou bien decoy pricing en anglais. La tarification l'heure, ici, comme vous voyez dans ce cas-là, il y a par exemple, vendre du maïs, il y a trois produits. Un produit donc, de petite taille à 3 dollars. Pour le moyen taille, de taille moyenne, c'est à 6,5 dollars. Et la taille large, c'est à 7 dollars. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici qu'il n'y a pas une grande différence entre la taille moyenne et la taille large. C'est seulement de 50 cents. Donc, un consommateur, lorsqu'il vient ici, il ne veut pas acheter, par exemple, du small, ne veut pas acheter de petite taille, un tasse de petite taille de maïs. C'est seulement à 3, parce que peut-être il est trop petit. Donc, il veut acheter le moyen taille. Mais le moyen taille, c'est à 6,5. Mais grande taille, c'est à 7. Alors, le consommateur, qu'est-ce qu'il va penser? Donc, je vais m'acheter le large, bien sûr, la taille, la grande taille, pour 7 dollars. Seulement, je vais ajouter seulement 50 cents pour avoir l'option large. Et ça, vraiment, le consommateur, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il a fait l'affaire. Il a fait l'affaire d'acheter ça, c'est la décision la plus judicieuse. Mais il ne rend pas compte que vraiment le médium, ça, c'est de l'air. C'est ça le leurre. C'est le décoy ici, c'est le leurre. Parce que vraiment, celui qui vend ça, il n'est pas, il n'a pas l'intention de vendre ça. Il a seulement l'intention de vendre le large. C'est pourquoi il a mis ce type de prix, afin de vous inciter à acheter ça. Donc, ça, le 3 pour 3 dollars, ce n'est pas, peut-être que c'est très petit, le consommateur ne veut pas acheter ça. Donc, directement, il va acheter à celui de 7 dollars. Donc, pour le médium, il n'achète pas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de l'heure. Et aussi, on trouve d'autres exemples. Par exemple, si vous voulez, par exemple, vendre des produits disons, de bonne qualité, par exemple, de haute gamme. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tous les produits de mauvaise gamme ou bien de bas de gamme et vous mettez un grand prix pour les produits de bas de gamme, similaire avec les produits de haute gamme. Et donc, cela, qu'est-ce qu'il incite les gens? Il incite les gens à acheter le produit de haute gamme parce qu'il va croire qu'il va faire l'affaire. Pourquoi? Parce que généralement, les prix sont similaires, ça de haute gamme ou ça de bas de gamme. Et donc, il va directement acheter le haut de gamme. Et le cas contraire, si vous voulez par exemple vendre ou bien inciter la vente des produits de bas de gamme au lieu de haut de gamme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter beaucoup les prix de haut de gamme et vous allez bien sûr baisser seulement un peu les prix de bas de gamme. Et c'est comme ça, le consommateur, qu'est-ce qu'il croit? Il y a une grande différence de prix, donc dans ce cas-là, je vais prendre ça automatiquement, je vais prendre là. Et ça, c'est ça la stratégie du marketeur, ou bien la stratégie de l'entreprise lorsqu'elle veut vendre, ou bien inciter les ventes de quelques types de produits. Il y a une autre option aussi dans la présentation des prix, c'est essayer de ne pas toujours mettre ici le signe de dollar ou bien le signe de la monnaie. Par exemple, le dollar ou bien le euro, etc. On appelle ça, c'est la douleur de payer. Par exemple, si vous mettez seulement 3 ou bien 6,5 ou bien 7, c'est mieux. Mais si vous mettez essai de dollars, les gens, émotionnellement, bien sûr, s'en rendent compte. Ils ont cette la douleur de payer, c'est du dollar, je vais payer du dollar, bien en euros, bien de toute façon, l'unité monétaire dans le pays.
Et donc, ça, on appelle ça la douleur de payer. Essayez de cacher ça. Seulement, vous mettez les chiffres. Les chiffres, c'est bien. C'est quand vous mettez l'unité monétaire, ça, les gens, ils ont cette, on appelle ça la douleur de payer. Donc, ça, émotionnellement, est chez les gens. On a aussi dans par exemple, le champ d'application du neuromarketing, on a fait l'effet d'ancrage. Bien, l'effet d'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le consommateur, avant d'aller choisir un produit, généralement, il fait quelques comparaisons. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, vous allez comparer plusieurs voitures en même temps, par exemple, et voir lequel choisir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le neuromarketeur? Le neuromarketeur essayait de détourner un peu ça. Par exemple, si dans les chambres d'hôtel, si vous regardez deux chambres d'hôtel à même prix, mais qu'un autre hôtel seulement offre une café gratuite le matin, ça va inciter bien sûr le consommateur d'aller à cet hôtel-là. Et ça, indépendamment le type de chambre, les performances dedans, etc., etc., etc. Seulement parce qu'ils sont du même prix et ça offre un café gratuit, donc je vais directement à ça, sans penser. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet d'ancrage. Et même, vous voyez ici, par exemple, dans les sites web où il y a la souscription, afin d'inciter la souscription annuelle, par exemple, dans un site, il vous dit, par exemple, si vous allez faire la souscription d'une année, je vous donne, par exemple, de 4,92 dollars mensuellement. Alors, si seulement si vous voulez acheter un mois ou bien 2 mois, donc ça va vous coûter 11 dollars ou bien presque 12 dollars mensuellement. Et donc, ça incite les gens à aller directement acheter acheter la souscription annuelle. Et ça, bien sûr, ça, on essaie d'inciter les gens ou bien d'orienter les gens d'aller faire la souscription annuelle au lieu de faire la souscription mensuelle. Et ça va faire beaucoup d'économies, bien sûr, pas pour le consommateur, mais pour l'entreprise elle-même. Ça, généralement, c'est le type où on applique le neuromarketing. Donc, on applique le neuromarketing pour les prix, dans les prix, le fait des prix. On applique le neuromarketing dans le commerce de distribution, c'est comment positionner les produits, comme le merchandising, positionner les produits, la couleur de l'emballage, etc., etc. Comment aussi fabriquer le produit, quel c'est l'emballage, la publicité. Donc, tout ça, ce sont des domaines où le neuromarketing intervient pour améliorer l'expérience consommateur et savoir vraiment quelles sont ses réactions et quels sont ses besoins. Maintenant, on pose la question, quels sont les outils de neuromarketing? Les outils de neuromarketing, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs outils de neuromarketing. Je vais citer ici seulement deux, trois. Le premier outil, c'est l'analyse des expressions faciales. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on met le consommateur devant un webcam et ce webcam est connecté à un logiciel de reconnaissance faciale et on met devant le consommateur les produits ou bien la publicité, de toute façon le sujet, le stimuli marketing. Et dans ce cas-là, on voit la réaction du consommateur lorsqu'il voit le produit, lorsqu'il voit la publicité, etc., etc. Et c'est de cette manière-là, le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Le logiciel, il essaie de mesurer vraiment les muscles du visage du consommateur, comment ils sont, est-ce que contractés, décontractés, etc., etc., de savoir. Parce que vraiment, le visage ne ment pas. Pas comme l'être humain, lorsqu'il vous dit des choses, peut-être qu'il vous dit, je suis, par exemple, heureux, mais en réalité, il n'est pas heureux. Mais, par exemple, le visage, il vous donne plus euh, de réaction plus que le consommateur ce qu'il dit. Et donc, généralement, les émotions que ces logiciels-là de neuromarketing mesurent, il y a la mesure du joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise, bien sûr. Comme de ce cas-là, comme vous voyez ici, c'est de la surprise. Le consommateur, mettons, est très surpris.
D'accord? Donc, et par exemple, s'il est devant une publicité, ça change. Bien sûr, avec le temps, ça change. Maintenant, peut-être il est surpris. Après, il sera peut-être triste. Et dans notre cas, peut-être qu'il sera le dégoût, etc., etc. Donc, cet outil-là donc, permet de savoir les expressions faciales du consommateur scellées devant quelques stimuli marketing. Stimuli marketing, comme par exemple un produit, de publicité, etc. Tous ces gens-là, par exemple, devant un prix, on voit sa réaction faciale. Il y a l'autre type de l'outil neuromarketing, on appelle ça le eye tracking ou bien le suivi oculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on met des petits caméras dans la lunette de consommateur et ces caméras-là essayent de suivre les mouvements de l'œil ou bien des yeux pour voir où le consommateur regarde. Et comme ça, surtout l'œil vraiment ne ment pas. Ou les yeux généralement suivent automatiquement ce qui nous intéresse. D'accord? Et donc ici, il y a aussi plusieurs des choses à révéler. S'il y a une fixation ici plus longue, ça va indiquer que le consommateur, il est en train de traiter les informations provenant, bien sûr, de le stimuli marketing. S'il y a la fixation des yeux est très courte, ça veut indiquer que le consommateur a compris le sujet, a compris le stimuli marketing. Et s'il y a un clignement des yeux, s'il y a un clignement des yeux, et le clignement, c'est rapide, ça veut dire que le consommateur, il n'est pas intéressé, par exemple, au produit ou bien à la publicité. À ça. Et s'il y a moins de clignement, ça veut dire que le consommateur, il est concentré et essayer de voir ce qu'il y a dans le stimulé marketing. Il y a aussi dans les caméras-là, il y a ce qu'on appelle la pupillométrie. Ça, il mesure la dilatation du pupille. Qu'est-ce que ça veut dire la dilatation? Parce que lorsqu'il y a une grande dilatation, c'est-à-dire qu'il y a un grand impact émotionnel. S'il y a une petite dilatation, ça veut dire qu'il y a un impact émotionnel restreint, où n'a pas beaucoup d'impact émotionnel. Et ça, c'est vraiment ça aussi, ça ne ment pas. Le consommateur ne peut pas mentir lorsqu'il ne voit pas, parce qu'il ne peut pas contrôler la dilatation de ses pupilles. Et ça, et même ça, on ne peut pas vraiment mesurer. On sait qu'il y a des émotions, mais on ne peut pas savoir est-ce que ces émotions sont positives ou bien est-ce que ces émotions sont négatives. Ça reste à d'autres outils du marketing. Ici, par exemple, dans le eye tracking ou bien le suivi oculaire, on a mis deux types de publicité. La première publicité, on a mis bien sûr la publicité pour les couches bébés, pour les couches de bébé. Et si le bébé devant nous, il essaie de regarder le spectateur. Et deuxième publicité, c'est le bébé est là, un regard détourné vers peut-être que vers cette écriture-là ou bien vers le texte. Donc la première publicité, le spectateur, où est-ce qu'il voit vraiment? Vous voyez ici, par exemple, cette zone rouge, ou bien et puis une zone jaune, et puis une zone verte. La zone rouge, c'est-à-dire que le consommateur est très concentré ici, et moins concentré, et moins de concentré. Donc, s'il n'a pas, donc ça, comme le blanc, tant qu'il n'a pas de concentration. Ça mesure la concentration du consommateur, où est-ce qu'il voit beaucoup, c'est-à-dire le spectateur. Donc, dans cela, parce que généralement, la nature humaine, le consommateur, bien sûr, l'être humain d'une façon générale, lorsqu'il voit le visage d'une personne dans une photo, bien, il essaie toujours de regarder les yeux. Et donc, parce que le consommateur, et si le bébé nous regarde, donc nous aussi, on doit le regarder dans ses yeux. C'est une réaction normale. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met, par exemple, le bébé regarde comme ça, un regard détourné vers, par exemple, le texte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a changement. Ici, on regarde seulement presque ici. Mais on ne donne pas un grand intérêt au texte. Mais
Le bébé ici est en train de regarder dans le texte. Nous, en tant que spectateurs, on essaie de regarder au bébé et on regarde aussi le texte que le bébé est en train de regarder. Vous voyez? Et en même temps aussi, on essaie de lire le texte et voir même ça. Ça, lorsqu'on a un regard vraiment détourné, on a un impact émotionnel sur le spectateur, c'est-à-dire sur le consommateur. Et lorsqu'on a un regard direct, ici, il n'y a pas une réaction émotionnelle euh, réaction émotionnelle de spectateur ou bien de consommateur. Donc ça, c'est à la plus de réaction. Vous voyez que ici, le consommateur, il a vu le bébé, et puis il a lu le texte, et voit aussi même le produit. Donc ça c'est plus mieux. C'est plus mieux, et c'est à mettre pour le public en tant que, bien sûr, publicité. Vous voyez ici quelle est vraiment l'importance de eye tracking. Donc, on essaie toujours maintenant d'adopter ce type de publicité mieux que celle-là. Et ça, généralement, ce type-là est pour les publicités où généralement la décision sera très rationnelle. Par exemple, d'acheter une maison ou bien d'acheter une voiture ou bien où vous allez dépenser beaucoup d'argent, où il y a la réaction de décision, il est un peu rationnel, un peu émotionnel. Donc, dans ce cas-là, on met ce type de publicité. Mais lorsque la réaction, on veut une réaction purement émotionnelle, on met les gens, ou bien le sujet, c'est qu'ils regardent, ils doivent avoir un regard détourné vers du texte, vers le produit, pour inciter cette réaction émotionnelle. Donc ça, c'est pour le eye tracking. Il y a un autre outil de neuromarketing, on appelle ça, c'est le EEG, ou bien l'électroencéphalographie. L'électroencéphalographie, c'est une mesure qui essaye de mesurer l'activité cérébrale de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire l'activité? C'est les activités ou bien l'activité électrique qu'il y a dans le cerveau humain. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bien sûr, on met ce bonnet-là, plein de, bien sûr, plein de câbles, et on met devant lui, bien sûr, le stimuli marketing. Bien sûr, dans ce cas-là, pour cette femme-là, vous voyez ici que elle voit, par exemple, des chaussures, elle voit la publicité, le type de produit, etc., afin qu'on mesure la réaction dans l'être humain, dans, par exemple, le cerveau de l'être humain. Ça, vous voyez, ça, c'est moi. J'étais en train de mesurer et on était en train de faire la conception d'une publicité sur les fromages, etc. Donc, on a essayé d'adopter plusieurs publicités et puis à la fin, bien sûr, on a choisi une. Et donc, comme vous voyez ici, ça, c'est ce type-là, on essaye de mesurer l'impact, bien l'activité cérébrale du consommateur. Et si vous voyez ici un exemple, comme vous voyez ici, on essayait de mettre un produit avec les prix et on a mesuré l'activité cérébrale de consommateurs avec différents niveaux de prix. Un niveau très bas, vous voyez que l'activité c'est ici, un niveau de 2,78, 3,25 c'est le prix du produit. Ici, un peu augmenté, etc., etc. Vous voyez que comment l'activité est diminuée, elle a augmenté puis diminué. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déduit que ça, c'est où l'activité cérébrale était le plus convenante pour ce prix de produit. Alors, on s'est fait la suggestion pour l'entreprise que le meilleur prix pour ce produit-là, ce sera 2,78. Parce que c'est ça vraiment qui incite les gens à aller acheter. C'est ça, on a vu une activité cérébrale très réactive concernant ce type bien sûr, concernant ce produit. Et ça ne veut pas dire que le produit est de mauvaise qualité ou de bonne qualité, bien sûr, parce que ça, on essaie de mesurer ça. Si le produit est de mauvaise qualité, et le prix est très bas, le consommateur va croire que le produit est de mauvaise qualité. Ou bien le cas contraire, si le prix est trop haut, donc le prix est
de qualité de haute gamme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quel est le meilleur prix à donner pour le consommateur. Et aussi, on essaie de mesurer ça. Donc, on a trouvé que 2,78, c'est le prix le mieux convenable pour ce type de consommateur. Donc, ça, ce sont généralement des outils marketing. Maintenant, quels sont les avantages du neuromarketing? Les avantages du neuromarketing, c'est quoi? C'est tout d'abord, on essaie de comprendre bien les besoins des consommateurs. Il nous donne une, euh, je dirais, une approche très rigide pour savoir les besoins réels des consommateurs, parce que le consommateur, il ne sait pas bien exprimer ses besoins. Alors, le neuromarketing vient comme un outil très rigide pour savoir ses vrais besoins. Et comme ça, on peut bien satisfaire ses besoins et produire, bien faire des produits, de faire la conception des produits, d'emballage, etc., etc., pour mieux satisfaire les besoins des consommateurs. C'est ça l'avantage du neuromarketing. Quel est l'inconvénient maintenant? L'inconvénient du neuromarketing, c'est que les équipements sont très chers. L'équipement et le traitement des données, c'est trop, trop, trop cher. Par exemple, ici, comme vous voyez ici, ça pour le G, ça coûte plus de 40 000 euros. On a acheté ça, on a acheté ça à 40 000 euros. Vous vous imaginez que c'est vraiment trop, trop, trop cher. En plus de ça, en plus les outils qu'on utilise dans le neuromarketing est trop cher, même le traitement des données nécessite des spécialistes. Ce ne sont pas seulement les spécialistes du marketing, mais on a besoin des spécialistes du marketing, on a besoin des spécialistes, des psychologues, et des psychologues analystes, et on a besoin aussi des neurosciences, c'est-à-dire que généralement des gens qui sont spécialisés dans la neuroscience, afin qu'ils puissent euh, analyser les données sur les graphes et tout ce qui est l'outillage nécessaire afin que nous donne ce qu'il y a vraiment une réaction ou pas sur le consommateur. Donc ça, c'est le majeur inconvénient parce que c'est trop cher et trop un peu compliqué si les gens ne connaissent très bien, ne connaissent pas bien comment manipuler les données de neuromarketing ou bien les données de neurosciences. Ça, c'est le majeur. Aussi, parmi les inconvénients, on trouve que lorsqu'on veut, par exemple, prendre un échantillon de consommateurs, l'échantillon sera très restreint. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens où on peut faire le test. Par exemple, on peut tester 10, 15, même jusqu'à des centaines. Mais pour, par exemple, le marketing traditionnel, on peut faire, par exemple, des enquêtes, des questionnaires à des milliers, à des milliers. C'est ça l'avantage du marketing traditionnel. Mais là, ça, c'est parmi les désavantages parce qu'on prend seulement un petit échantillon. Et ça aussi parmi les inconvénients. Parce que le travail de neurosciences, c'est très, très, très laborieux, et même de neuromarketing, c'est très laborieux. Malgré les résultats sont très rigides et trop fiables, mais ça coûte trop cher et prend beaucoup de temps. Maintenant, quel est le futur du neurosciences? Le futur de neurosciences, vraiment, je crois moi, vraiment que c'est ça qui va euh, remplacer le marketing traditionnel. Parce que c'est grâce au neuromarketing, on pourra vraiment savoir les besoins, quels sont les besoins réels des consommateurs. Et en conséquence, on peut établir les produits qu'il a vraiment besoin. Et donc, quelles sont les tendances maintenant concernant les outillages, les approches, etc. On trouve l'intelligence artificielle ou bien et la machine learning, ou bien l'apprentissage des machines. L'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle nous aide vraiment à faire l'analyse des données de neuromarketing. Parce que maintenant, comme je viens de parmi les inconvénients de neurosciences, c'est que le traitement des données et les équipements sont trop chers, on a besoin beaucoup de spécialistes. On peut laisser ça seulement à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle nous donne des résultats un peu rigides. Donc, on a besoin, donc le futur, c'est toujours l'utilisation de l'intelligence artificielle qui nous aide vraiment à traiter bien les données et nous donner des résultats fiables.
On trouve aussi le reality virtuelle ou bien VR. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Il y a aussi la réalité augmentée. Le VR ou bien ça, ce sont, on peut mettre le consommateur dans un environnement similaire, alors sans aller par exemple réellement au magasin, sans aller réellement faire ça et faire ça. Donc il est dans sa chambre, il seulement met le VR là, les headphones et tout. Et donc, lorsque là, on peut avoir des réactions similaires s'il est devant, par exemple, s'il est dans le magasin. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Aussi, parmi les tendances aussi, l'interconnectivité et Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire interconnectivité et Internet des objets? C'est tous les objets, par exemple, les voitures, les téléphones portables, tout ce qui est relié à l'Internet. On peut savoir comment le consommateur utilise ça, de quelle manière il utilise ça, quand et quand est-ce que le consommateur utilise ce produit-là, c'est grâce bien sûr à l'Internet des objets parce que tous ces objets-là sont connectés à l'Internet. C'est ça vraiment le futur et les tendances du marketing parce qu'il y a toujours des améliorations devant la neuroscience. Parce que la neuroscience est je dirais, c'est une branche du marketing très actuelle. Et seulement, il est venu après de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y en a pas beaucoup. euh, elle est trop actualisée, bien sûr. Elle est très récente. C'est pourquoi il y a beaucoup de recherches à faire sur le neuromarketing. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, donc je serai aussi ravi à vous répondre si vous avez des questions, bien sûr. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je crois qu'ici qu'il y a une question dans le chat, si Monsieur Oui, je peux le Lekli. voir moi aussi. Oui, monsieur, je voudrais Attendez, savoir les juste. techniques qu'on peut faire pour avoir des images très performantes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par les images très performantes. Quelle image, ou bien quel outil? Est-ce que pour le eye tracking, ou bien pour le EEG, ou bien pour la reconnaissance faciale? Je ne sais pas. Des images très Pour performantes. Ou celui bien qui pour le... a demandé la question, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. Donc, pas de problème. Peut-être qu'il veut dire que, désolé, si nous ne pouvons pas recevoir des Ok, certificats de la part passons de à ces- Azra. Azra, la Donc, parole est à vous. oui, ok. Azra, Bonsoir. Oui, bonsoir bonsoir. Azra. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, professeur Sharafdine. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour ce séminaire. Moi, j'ai une question. Ma question est plutôt dirigée vers le consommateur parce qu'on a vu que le neuromarketing, c'est plus un outil que les entreprises utilisent pour mieux vendre leurs produits. D'après vous, parce qu'on a vu les avantages, etc., mais quel est le danger que peut conduire l'utilisation de neuromarketing pour les entreprises, par exemple pour la vente de produits? Quel est le danger que le consommateur peut... voilà, je ne sais pas si vous avez Ouais, 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 compris ma question. c'est une excellente question. La question se révèle dans ce qu'on appelle l'éthique marketing. On appelle ça sur l'éthique. C'est ça votre question. C'est l'éthique d'utilisation du neuromarketing. Parce que il y a quelques qui disent que le neuromarketing, il peut entrer dans la réalité personnelle de l'être humain. Parce que pour nous, si on veut pas faire, on veut pas quelqu'un qui entre dans nos têtes et voir les réactions qu'ils sont dans nos cerveaux. Et ça va donner. euh, donc,
c'est la réalité personnelle des consommateurs et ça va nous aider pas les consommateurs. Donc, et ça, c'est pas un problème pour le neuromarketing seulement, c'est le problème du marketing. Parce que le marketing, il- ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas de manipulation. Oui, il existe des entreprises qui manipulent les consommateurs, bien sûr, à travers les activités neuromarketing. Ils essaient de manipuler le consommateur d'acheter ce type de produit, ce type de produit, etc., etc. Ça, c'est une réalité. Mais ça pas entre dans seulement le neuromarketing, c'est le marketing plus globalement. Le neuromarketing, le problème, c'est que le marketing, c'est très efficace, même dans la manipulation des consommateurs. Ici, c'est un problème, oui, c'est un problème dans l'éthique de neuromarketing. Donc, on doit pas utiliser le neuromarketing pour seulement inciter les ventes. Non, le neuromarketing, l'objectif de neuromarketing et l'objectif du marketing toujours est de satisfaire les besoins des consommateurs. C'est-à-dire, on essaie seulement de comprendre les besoins réels des consommateurs parce que le consommateur ne sait pas très bien c'est quoi ses besoins. C'est ça. Il ne sait pas comment s'exprimer. Et ça vient le neuromarketing pour bien clarifier ça, essayer de, bien sûr, savoir les besoins des consommateurs. Mais il y en a des entreprises, oui, bien évidemment, qui seulement essayent d'inciter les gens à acheter le produit de l'entreprise, même si leurs produits ne satisfont pas les besoins des consommateurs. Et ça, c'est un problème éthique. Ça, c'est un problème éthique du marketing. C'est pas seulement qui concerne seulement le neuromarketing, mais concerne le marketing d'une façon générale. Ça, c'est dans l'éthique marketing. Oui, c'est excellente question. Oui, ça existe en réalité, D'accord. mais Oui, merci beaucoup. oui, mais c'est Oui. ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on doit Justement, faire? est-ce qu'il y a une limite dans ce domaine-là? Par exemple, quand on utilise les différents outils, les outils pour analyser le consommateur, est-ce qu'il y a des limites? Des limites, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous Par élaborez exemple, des quelles limites sont à les ne pas, limites? Hmm? des limites à Quelles ne sont les pas, limites, par exemple? je ne sais Pardon? pas, justement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des limites ou Donc, oui, il n'y a donc pas. oui, donc le neuromarketing a dit, bien sûr, à chaque fois, on a des méthodes. Ce n'est pas seulement les méthodes que vous avez vues. Il y a des méthodes qui mesurent la sueur, par exemple, la sueur des doigts. Il y a les méthodes qui mesurent, par exemple, ici dans les oreilles, de voir les neurones qui sont bien l'activité qu'il y a dans les oreilles, qui nous donne plus, bien sûr, plus de réactions, de savoir plus les réactions de consommateurs. Il y en a beaucoup, beaucoup de méthodes. Moi, j'ai choisi seulement trois, mais on a plusieurs. On a essayé plusieurs. Et donc, toutes ces méthodes-là, bien sûr, nous aident. Quand est-ce que des limites, par exemple, non, je ne sais pas des limites. Par exemple, la limite, non. Par exemple, on ne peut pas dire que entrer dans, faire, par exemple, aller de ne pas faire ça et de ne pas faire ça et de ne pas faire ça. Ça regarde seulement aux gens, à l'entreprise. Si l'entreprise, bien sûr, il y a des lois que euh, chaque pays, même il y a par exemple dans les Nations Unies, ils ont mis ça dans l'activité marketing. On ne doit pas faire ça. On doit par exemple pas inciter les gens à acheter ce type de produit, inciter les gens de faire ça, inciter les gens de faire ça. C'est ça la limite de notre marketing. À part ça, D'accord. Oui, oui, c'est quelquefois, ce que je voulais savoir. C'est concernant le loi, est-ce qu'il y a des lois? C'était ça ma oui, oui, question. Merci. il Oui, existe des lois. d'accord. Oui, oui, bien sûr. Chaque pays, il y a des lois. Il y a des lois qui disent que ne pas faire ça. Par exemple, comme il y a des entreprises qui vendent des produits, on appelle ça l'obsolescence programmée. Normalement, vous avez déjà vu ça dans le marketing. Qu'est-ce que ça veut dire l'obsolescence programmée? C'est-à-dire qu'on essaie de vendre des produits et ces vendeurs, ils ont une obsolescence très courte. C'est-à-dire que le produit se casse trop vite, bien le produit, comme par exemple fait Apple, fait iPhone, à chaque fois, à chaque année, ils doivent toujours faire de nouveaux iPhones, de nouveaux iPhones. Ça aussi, éthiquement, ce n'est pas bien. Éthiquement, ce n'est pas bien parce que ça incite les gens toujours à acheter plus, malgré s'ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des limites.
Il y a des limites, il y a des lois qui limitent toujours l'utilisation, bien sûr, de quelques activités marketing, d'inciter les gens, parce que euh, ça donne, bien sûr, ça incite les gens d'y faire. De toute façon, ce sont des conséquences négatives sur le consommateur. L'objectif du marketing, toujours, je répète encore, c'est seulement de satisfaire les besoins du consommateur. Je fais par exemple, je mesure l'activité cérébrale du consommateur afin seulement de savoir ses émotions ou bien de révéler quelque chose de personnel pour lui. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis en tant que marketeur, je suis responsable éthiquement seulement de savoir ses besoins concernant les produits et les produits, bien sûr, et les services des entreprises. Et comment satisfaire ces besoins? Je vais au-delà de ça, ça, bien sûr, ça entre dans l'éthique marketing qui est interdit, bien sûr, dans la loi. Je peux poser une autre question. Oui, oui, bien Tout sûr. à l'heure, vous avez parlé de la publicité des chips, je ne sais plus, la publicité de la vidéo qui utilisait une machine à laver, Oui, une machine de ça. Vous avez dit que au début, les consommateurs, ils n'avaient pas bien accueilli la publicité. Mais au final, l'entreprise s'est rendue compte que c'était oui, l'effet contraire. oui. Comment on peut expliquer cela, que voilà, les Et c'est ça. consommateurs ils veulent le contraire C'est de ça ce le qui... neuromarketing, le vif du neuromarketing. Vous savez que il y a un principe dans le neuromarketing, dans le neurosciences en général. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens, les gens disent ce que ne ressentent pas. C'est ça. Les gens ne savent pas s'exprimer. Les gens ne savent pas s'exprimer. Ils vous disent quelque chose, mais enfin, ils aiment l'autre chose. Je ne sais pas. Dans le cas, par exemple, du sèche-linge, par exemple, la femme a mis du Cheetos dans le sèche-linge de la femme, bien sûr, dans les vêtements blancs. Ah, si, c'est pareil. Les gens, au début, les gens, avant de lancer, bien sûr, lancer la publicité, on a fait du neuromarketing. On a vu que les gens disent non, c'est pas. On a fait, bien sûr, avant une discussion avec les consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez? Ils disent non, ce n'est pas bien de faire cette farce-là, etc., etc., ce n'est pas bien. La dame ne doit pas faire ce type de comportement, etc., etc., etc. Et ça parce que les gens, ils ont ce comportement idéaliste. Ils disent des choses idéalistes. Mais au fond, lorsqu'on a fait du neuromarketing, on a fait les EEG, c'est-à-dire on a mesuré l'activité cérébrale, on a trouvé que les gens, ces gens-là, même ces gens qui ont exprimé que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon de faire cette personne-là, ou bien ce n'est pas bon de faire cette publicité-là, ils ont aimé cette publicité. Ils ont la aimé parce que ils ont trouvé que c'est marrant. Ils ont trouvé que c'est marrant de faire ça. Ils ont aimé, ils ont eu une réaction. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé la publicité. Et lorsqu'elle a lancé la publicité, elle a trouvé qu'il y avait une réaction positive. Il y a une réaction positive envers la publicité. Ils ont aimé ça. Malgré, oui, c'est une farce, ce n'est pas bon de faire ça, c'est une chose idéaliste. Mais au-dedans, les gens ont aimé ça et incité les gens à acheter de Cheetos. Oui, oui, c'est le principe de neurosciences. C'est le principe de neurosciences, c'est que les gens disent ce qu'ils ne sont pas. Et ils vous disent, oui, c'est ça, on a ça. Mais la réalité, dedans, ils ne savent pas. Et c'est ça le problème c'est pas le problème avec le marketing traditionnel. C'est que si vous suivez toujours ce que le consommateur dit, euh, vous ne pouvez pas le satisfaire. Il faut savoir vraiment ses besoins dedans. Parce que le consommateur ne sait pas bien exprimer ses émotions, il ne sait pas bien exprimer ses besoins. C'est pourquoi euh, il ne suffit pas seulement d'entendre le consommateur, mais d'aller plus loin, de savoir quelles sont ses émotions. Et comment savoir ses émotions? C'est au travers le neuromarketing. D'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup, beaucoup pour ce séminaire que j'ai trouvé vraiment très enrichissant. Maintenant, je Je- pense que je regarderai d'une autre image Oui, oui, oui. les publicités. Oui, le Merci marketing, beaucoup. il a plus Et les d'impact marketing. sur les gens. Ah, on ne Merci rend pas compte à énormément. ça, oui. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Très bonne question. Splendide. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Hmm? Personne? Docteur Sharafeddin est à votre disposition. Allez les timides. Et vous avez des questions? Oui, je Ah, suis à votre Azra. disposition. Azra, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. J'ai une autre question, pardon, c'est concernant nos décisions liées à à la nourriture, pardon. Comment ça se fait, comment ça se fait que, est-ce que vous avez une explication sur ça? Comment ça se fait que la majorité de nos décisions sont liées à la nourriture? Non, non, ce n'est pas lié à la nourriture. Seulement Ou, un exemple seulement. oui, Un exemple. C'est pour la nourriture seulement, il d'accord, y a 200, plus de 200 d'accord, décisions. c'est ça? Pour les Oui, autres types d'activités journalières, peut-être que plus, peut-être que moins. Mais seulement, on a fait les statistiques, ont montré que seulement pour la nourriture, les gens prennent plus de 200 beaucoup de, décisions oui, par d'accord, jour. je comprends. Oui, Mm. c'est ça. Et donc, ça, statistiquement, à ça. Mais le problème, c'est que les consommateurs ne rendent pas compte qu'ils sont en train de prendre des décisions. Et ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. On ne peut pas, à chaque décision, on doit faire une décision rationnelle, on fait on compte à ça, on calcule ça, on calcule ça, on calcule ça pour prendre des décisions. Ça, c'est impossible. Alors, on laisse ça à notre subconscience pour prendre des décisions. Et la subconscience, il ne relie pas à la rationalité. Il est relié à l'émotion. C'est pourquoi on doit étudier le neuromarketing. J'ai une autre, ou peut-être juste pour faire la discussion. Oui, oui, Moi, au début, je pensais que le fait d'avoir plusieurs produits comme ça dans un rayon, au contraire, ça incitait le consommateur à avoir plus de choix. Mais là, je remarque que c'est oui, plutôt le contraire, le fait oui. d'avoir plusieurs produits Surtout pour comme les ça. consommateurs potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, les consommateurs potentiels? Ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont jamais acheté le produit et qui sont prêts à acheter le produit. Et donc, Oui, s'ils sont devant plusieurs marques, devant plusieurs options, on appelle ça la paralysie de décision. Ils seront paralysés, ils ne peuvent pas choisir. Et ça, mais lorsqu'il a seulement deux options, trois options, ça sera très facile. Imaginez-vous, par exemple, si d'accord. vous entrez un magasin de vêtements, et le magasin, il a plein de choix. Il a plein de choix. Vous ne saurez pas comment vraiment, quelle sera la décision vous allez prendre. Peut-être que vous allez sortir même de ne pas acheter du produit. Vous n'allez pas acheter le produit. Parce il a plusieurs options, plusieurs marques, donc dans ce cas-là, vous serez paralysé. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Mais lorsqu'il y a les choix bien déterminés de cette manière-là, par exemple, de cette gamme-là, on peut deux, trois produits. Dans cette gamme-là, on met deux, trois produits. Ça, on peut guider le choix du consommateur. Et il sera, surtout pour le client potentiel, il sera très confortable et il sera très confortable lors du choix de son produit. Mais pour les Est-ce consommateurs qui sont déjà, par exemple, je dis, qui sont déjà fidèles à des marques, ils ne font pas de décision de choisir et tout. Ils peuvent aller directement voir la marque et prendre oui. leur. Voilà. Mais pour les consommateurs potentiels, oui, oui, c'est très difficile pour eux. Est-ce que ça serait pas lié au fait d'avoir peur de faire le mauvais choix? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, C'est les la émotions. peur, C'est les ouais, émotions. la mauvaise décision. Et il ne peut pas prendre des décisions. Il peut, si j'achète là, donc je peux perdre ça. Si j'achète là, alors peut-être que ça, c'est le mieux. Donc, pour lui, il laisse le temps pour au moins réfléchir. Après, il dit que je reviens après et puis je vais choisir. Pour D'accord, lui, il laisse le temps afin qu'il puisse. Bon. Et ça, ce n'est pas bon pour, bien sûr, le magasin. d'accord, merci. Merci. Je crois qu'il y a aussi une Incroyable. question.
Oui, il y a une question, nous allons la voir. Mohamed Swalihi, est-ce que toute activité commerciale, on a besoin d'utiliser de la neuromarketing? Oui, oui, bien sûr. Le neuromarketing est dans toutes les activités commerciales parce que vous traitez avec les consommateurs. Et les consommateurs sont des êtres humains. Et les consommateurs, toujours, sont des êtres humains. Ce ne sont pas des machines. Ils ne font pas la décision rationnelle. Ils font des décisions basées sur leurs émotions. Et dans ce cas-là, oui, c'est bien de faire le neuromarketing. Généralement, les entreprises, jusqu'à aujourd'hui, ne font pas le neuromarketing. Ils font seulement des choses similaires et similaires et similaires à d'autres entreprises. Ils font des copier-coller. Mais les entreprises qu'ils ont les moyens, oui, ils appliquent le neuromarketing. Généralement, les entreprises ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, Pourquoi? On a besoin des spécialistes. Au moins, on a 3 spécialistes. Un spécialiste, un marketeur dans le marketing, un spécialiste dans la psychologie et un spécialiste dans la neuroscience. Et ça, ces 3 spécialistes, ils doivent travailler ensemble afin qu'ils puissent produire ou bien faire des publicités ou bien faire un packaging ou bien donc vous avez besoin beaucoup de moyens afin de faire la neuroscience. Mais oui, toute activité commerciale, quoi que ce soit, même si vous êtes, par exemple, si vous vendez des produits dans la rue, si vous connaissez quelques pratiques ou bien quelques activités de neuromarketing, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ça sera très, je dirais, très avantageuse pour vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mohamed Swalihi, vous avez parlé du neurosciences cognitives, je vais avoir encore des explications. Puis-je avoir des explications pour bien comprendre? Euh, Je parle donc, lorsqu'on parle de neurosciences cognitives, qu'est-ce que ça veut dire la neuroscience cognitive? C'est-à-dire que dans ce cas-là, on essaie de savoir qu'est-ce qu'il pense le consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il pense? On doit savoir quelles sont les activités, ses réactions dedans dans son système nerveux. C'est pas seulement dans le cerveau, mais dans tout le système nerveux. Il y a compris l'activité cérébrale, c'est-à-dire dans le cerveau, l'activité de, par exemple, de son visage, et par exemple ses doigts, ses comportements, tout cela, bien sûr, et on peut l'utiliser, on peut l'exploiter pour mieux comprendre la réaction du consommateur. C'est ça ce que ça veut dire vraiment la neuroscience. C'est d'aller plus loin dans la neuroscience cognitive, etc., etc. Donc ça prend pas beaucoup de choses à dire. Mais la neuroscience, c'est de traiter avec euh, le système nerveux de l'être humain, de savoir ses réactions. Et au travers de ces réactions, on connaît très bien le comportement du consommateur. Pourquoi? Parce que ça, ces choses-là ne mentent pas. Le consommateur peut mentir, peut dire qu'il a besoin d'aide. Il peut, mais les réactions du consommateur, les réactions, il ne peut pas contrôler, il ne peut pas contrôler son activité cérébrale dedans. Il ne peut pas contrôler ça. Il ne peut pas contrôler, par exemple, la dilatation de ses pupilles. Il ne peut pas contrôler, par exemple, la sueur qu'il est, par exemple, dans ses doigts. Je ne parle pas de la sueur, mais pour les les techniques ou bien les appareils qu'on utilise, il y a des changements, ils peuvent voir ces changements. Donc, ça, ce sont des impacts. Donc, tout cela, on peut l'utiliser pour savoir la réaction des consommateurs. Splendide.
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne n'a des questions? Allez, Ali Hamidi, la parole est à vous. Ali Bonsoir, Hamidi. professeur. Oui, Bonsoir. bonsoir. Ah, ok. En fait, j'avais juste une petite question par rapport aux features normalement de tendance. Donc ici, Oui. l'utilisation, par exemple, des objets connectés. Vu que maintenant, il y a par exemple des objets connectés qui sont tout près de l'humain, par exemple, comme les montres connectées, ainsi de suite. Donc moi, je voulais savoir côté éthique. Parce que là, c'est vrai, il C'est y ça la a... question qu'elle a posée Hadra aussi, c'est la même chose, oui. Oui. En fait, mais je voulais un peu savoir vraiment le côté, comment on peut dire ça, sur le côté éthique, mais dans le sens où est-ce que normalement, ce n'est pas préférable de penser à standardiser un peu ou bien à contrôler les choses avant de proposer des systèmes comme ça? C'est difficile, vraiment. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que quand vous parlez ça, c'est une intrusion. On appelle ça l'intrusion de je demande d'intrusion dans la vie privée des gens. Et c'est, par exemple, même aujourd'hui, par exemple, même dans le marketing, sans aller, par exemple, au neuromarketing. Le marketing normal, par exemple, l'utilisation des cookies. Vous connaissez les cookies? Ça, les cookies, par exemple, Oui, oui. quand vous entrez dans le site Internet, il vous implante des cookies, vous dit, est-ce que je peux utiliser les cookies, tout ça et tout ça. Tout ça, ces cookies-là, sont des mini-programmes pour savoir vraiment quelle est votre activité sur Internet, quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites, etc., etc., etc. Et même vous, si vous, par exemple, maintenant, si vous connectez à votre PC et allez à Google et vous donnez, par exemple, sur Google, vous voulez savoir votre personnalité, votre vie, il vous dit exactement ce que vous êtes. Même si vous n'avez pas mis je dirais, des informations personnelles dedans. Mais il peut savoir, parce que à travers ce que vous faites sur Internet, il peut savoir qui vous êtes vraiment. Il vous dit, par exemple, peut-être que vous êtes de l'âge de 21 jusqu'à 25 ans, vous êtes, par exemple, un étudiant, vous vivez ici, à part ça, etc., etc. Vous aimez ça, et vous aimez ça, vous aimez ça. Il peut vraiment savoir quelle est votre personnalité. Vous savez que même il y a une fois, une dame, une entreprise a envoyé un cadeau pour une dame enceinte dans son 3e mois. Comment cette entreprise a su que la dame est dans son 3e mois? C'est au travers que parce que la dame était en train de à chaque fois faire de Google, par exemple, qu'est-ce que je fais, par exemple, pour le bébé, etc., etc. Donc, cette entreprise-là a entré au travers de ces cookies-là, a su que la dame, elle est, par exemple, maintenant, elle est enceinte dans son 3e mois. Et elle a envoyé des cadeaux pour inciter à acheter ce produit, acheter ce produit-là. Et ça, c'est une intrusion de la vie privée des gens. Pourquoi vraiment vous êtes entré dans ma vie privée de faire ça, de faire ça? Ça, cette question de l'éthique marketing ne concerne pas seulement le neuromarketing. Ça concerne tout le marketing d'une façon générale. Et ça concerne toutes les entreprises. Et ça le problème maintenant, aujourd'hui, qu'on trouve avec Facebook, qu'on trouve avec Google, qu'on trouve avec tous les... Maintenant, on est connecté et tout le monde peut nous voir. Et tout le monde peut savoir notre vie privée. Si vous dites ça, c'est la vie privée des gens, ça, c'est vraiment c'est le sujet euh, qui est trop parlé dans les États-Unis, qui est trop parlé dans leur Sénat et dans leur Parlement. À chaque fois, ils disent comme ça, parce qu'ils sont au courant que toutes nos informations, ils savent toutes les informations sur nous. Ils peuvent utiliser toutes ces informations de nous, bien sûr,
de savoir sur notre vie privée. Mais qu'est-ce qu'ils répondent, ces entreprises-là? Ils répondent ça, c'est pour savoir seulement les besoins des consommateurs afin qu'on peut donner peut-être une navigation propre je veux dire, une navigation propre à l'utilisateur ou bien de savoir si bien si besoin et sécurité. Tout ça, ces réponses, on peut donner. Mais est-ce qu'il y a des choses exactement, est-ce qu'il y a, je dirais, une limite de savoir bien particulier? Il y a des lois, ça reste des lois. Mais à chaque fois, il y a des intrusions. Il y a des intrusions. On peut pas on on peut pas arrêter ça. S'il y a, mais donc vous pouvez dire peut-être faire des formations pour le marketeur de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, mais les pratiques existent. Les pratiques toujours existent. Oui. Si vous voulez pas que votre vie privée soit exposée, vous ne devez pas utiliser l'Internet, vous ne devez pas utiliser ça. Et ça va avoir des effets néfastes. Oui, oui, ça, elle a dit, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, oui. Oui, oui, c'est une réalité, mais il ne faut pas avoir beaucoup de peur parce que on n'est pas des présidents. Je ne suis pas un président de la République. Donc, ce n'est pas. Donc, de toute façon, essayer d'avoir une vie normale. Ce n'est pas une chose très importante, mais ça reste oui, dans le problème éthique En tout cas, marketing. j'ai compris qu'avec la combinaison de l'IoT, par exemple, comme l'exemple que vous avez donné, comme quoi que lorsqu'on navigue, parfois, l'utilisateur peut donner, par exemple, des fausses informations. Mais par exemple, à un instant donné, par exemple, on peut même contrôler, par exemple, au moment où, dans une période donnée, comment était son rythme cardiaque pour évaluer encore. Donc, c'est ce qui fait vraiment que ça fait peur quand même. Parce que là, ça va encore renforcer on peut dire la certitude des choses, quoi. Donc, c'est ça ce qui fait encore peur. Mais Oui, bon. oui, toujours il y a des points positifs. Maintenant, j'ai mis dans la question de l'éthique marketing, j'ai mis seulement en relief que les points négatifs. Il y a des points positifs, par exemple, même si, par exemple, si lorsque l'on parle de ces cookies-là, les cookies peuvent spécifier exactement ce que vous voulez. Par exemple, maintenant, pour votre, si, maintenant, si vous entrez par exemple à YouTube, à chaque fois que vous entrez à YouTube, YouTube maintenant comprend très bien quels sont les sujets qui vous intéressent. Et à chaque fois, il essaie de suggérer des vidéos similaires à ce que vous intéressez. Donc ça, il vous donne, justement, il vous donne une expérience bien propre à vous. Donc ça, c'est parmi les points positifs des cookies. Ce n'est pas toujours des points négatifs. Il faut pas toujours dire que ça c'est négatif. Mais il y a toujours des points positifs. Ça va faciliter les choses. Je sais pas, à chaque fois, j'essaie de rechercher, de faire de la recherche à nouveau, mais ça aussi, ça va faciliter beaucoup de choses pour vous. Il vous donne une expérience personnalisée pour vous-même. Il vous propose des sujets personnalisés. Parfois même, par exemple, si vous êtes maintenant, si j'essaie de parler des produits, par exemple, je sais que maintenant le téléphone ici mobile, je sais que le téléphone mobile, ils sont en train de s'entendre. Et après, lorsque j'ouvre, par exemple, mon Facebook ou bien mon Google, je trouve des suggestions de l'appareil ou bien du produit lui-même. Ça, c'est une intrusion de la vie privée, je sais. Mais en même temps, il a bien fait, c'est il a fait des suggestions des produits que j'étais en train de chercher. Par exemple, j'étais en train de chercher, par exemple, des vêtements, et puis après, j'ai oublié. Et donc, euh, par exemple, après 1 heure, 2 heures, je trouve que justement, le Facebook ou bien le Google ou bien il nous suggère des produits similaires à ça. Il peut nous faciliter la vie de prendre nos décisions. Ça, c'est point positif aussi. Ce n'est pas toujours des points négatifs, oui, mais il y a des points positifs. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Vraiment, l'expression que nous sommes devenus comme un petit village à cause de l'Internet, ça marche. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
J'espère que vous Je avez bien pense que nous- compris qu'est-ce que ça veut dire le neuromarketing et tout ça. Au moins les bases, le concept général, parce que le neuromarketing, ça prend beaucoup de temps à apprendre, surtout pour les outils à utiliser. C'est un peu compliqué, mais d'une façon générale, vous comprendrez maintenant qu'est-ce que ça veut dire le neuromarketing. C'est ça ce qui est important pour moi. Vraiment, il est devenu un ami. Les explications, Mohamed Swalihi, les explications fournies sur la neuroscience cognitive est ce que je peux savoir les différences entre les techniques neuromarketing et les techniques classiques. Oui, oui, bien sûr, il y a de différences. Par exemple, les techniques, commençons par les techniques classiques. Les techniques classiques, c'est quoi? C'est par exemple faire des entretiens avec les consommateurs, faire des focus group, c'est-à-dire que un ensemble de consommateurs et on discute avec les consommateurs de savoir sur leurs besoins et leurs désirs, qu'est-ce qu'ils sont, leurs opinions sur un produit, etc. Faire des questionnaires. Par exemple, j'envoie des questionnaires aux consommateurs et qu'ils remplissent ces questionnaires. Faire des sondages. Par exemple, j'ai un sondage et je demande les questionnaires, bien sûr, à faire ce type de produit. Donc, tout ça, ce sont des techniques marketing. Techniques marketing pour révéler les besoins et les désirs, les opinions des consommateurs. C'est ça les techniques de marketing classiques. C'est, je répète encore, c'est les entretiens, les focus group, les questionnaires, les sondages. Tout ça, ce sont des outils pour la recherche en marketing, c'est-à-dire pour savoir les besoins et les désirs des consommateurs. Les techniques de neuromarketing, ce qu'on vient, on a ce séminaire-là, on a seulement relevé les trois. On a le eye tracking, c'est-à-dire on suit l'œil, c'est-à-dire suivi oculaire, donc où l'œil regarde par exemple, dans le produit ou bien dans la publicité. Et ça, au travers de la réaction de l'œil, on peut savoir ce qui intéresse vraiment le consommateur et est-ce qu'il a des émotions ou pas. On a aussi la reconnaissance faciale, c'est-à-dire, par exemple, s'il est comme ça, donc on comprend que le consommateur, il est en situation, il est en phase de, il est en joie. Donc, il a les muscles, donc lorsque les muscles bougent, on peut mesurer ça. Est-ce que ça, bien sûr, les techniques qu'ils utilisent pour les machines, ce sont des machines euh, très sophistiquées. Donc, même s'il y a de petites réactions, on peut mesurer ces petites réactions. On a aussi le EIG, c'est là, c'est le bonnet, bien sûr, avec plein de câbles et bien de fils, donc qui mesure l'activité cérébrale. Et ça aussi, lorsque, par exemple, vous voyez une image, vous voyez de publicité, un produit, un emballage, vous parlez de quelques produits, vous montrez les prix, etc., etc. Il essaie de savoir euh, la réaction au sein de votre cerveau. Même ces émotions-là, ou bien le cerveau ne ment pas. C'est pas comme l'être humain, il veut dire, ah oui, la publicité est très bonne. Mais au sein de la réaction de, par exemple, le cérébral, dans l'activité cérébrale, peut-être que vous n'avez pas aimé. Il n'a pas eu une réaction positive sur la publicité. Alors que vous, vous dites que c'est bien, alors que ce n'est pas. Donc ça, c'est comme le cas de, 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 euh, de chips que je viens de mentionner, dans Lay's. Au début, les gens disent que c'est bien le packaging, mais en fait, ils n'achètent pas. Mais lorsqu'on a changé le packaging, on a changé l'emballage, les consommateurs ont commencé à acheter le produit. Donc, ça, bien sûr, on a beaucoup d'autres méthodes dans le neuromarketing, généralement, comme je dis, pour la sueur, par exemple, ici, que des techniques ici, on utilise ça pour les oreilles. Et on a plein. On a aussi l'IRM. L'IRM, c'est la reconnaissance vous connaissez l'IRM, si on utilise ça, l'IRM, dans le diagnostic médical. On fait aussi l'IRM pour savoir aussi l'activité du cerveau sur la réaction en face, bien sûr, quelques stimuli marketing. Donc, c'est ça les techniques, la différence des techniques. Pour le neuromarketing, essayer de savoir ce qu'il y a dedans en tant qu'émotion, mais la méthode classique, c'est de savoir seulement les opinions. Le consommateur, ce qu'il dit le consommateur, et c'est son opinion. Et ça peut être vrai, peut être faux.
Mais le neuromarketing essaie de savoir les émotions. C'est ça la différence entre les deux méthodes. Question aussi, je crois que de Azra aussi, oui, on a bien compris les notions de base. Je vous remercie encore parce que je trouve que c'est important en tant que consommateur aussi de conscience de l'existence de cette composante du marketing. Oui, oui, c'est très intéressant. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet aussi très récent. Et la recherche en cours, il y a beaucoup, beaucoup de recherches à faire jusqu'à aujourd'hui afin de savoir l'expérience du consommateur, l'expérience des entreprises, etc., etc. Si Abdillah, il a Donc, dit, oui, Abdelilah, vous pouvez m'expliquer le droit neuromarketing et le langage de parler devant un client? ce n'est pas généralement lorsqu'on dit vous dites lorsque vous dites le droit neuromarketing, il n'existe pas ça. Il n'existe pas ce qu'on appelle le droit neuromarketing. C'est-à-dire, vous voulez dire par la loi qui concerne le neuromarketing. Il n'existe pas ça. Il y a des codes, on appelle ça les codes éthiques, mais ils ne concernent pas le neuromarketing. Il y a le code éthique du marketing. Il y a les codes éthiques de neurosciences, mais il n'y a pas de droit spécifique au neuromarketing. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Il y a des droits d'éthique pour les neurosciences, il y a des droits d'éthique pour le marketing d'une façon générale. C'est ça ce que nous vient d'expliquer avant. Et le langage de parler devant un client. Qu'est-ce que vous voulez dire par le langage de parler devant un client? Je ne peux pas dire, par exemple, du langage, mais le client, pour le marketing, on essaie de l'attirer émotionnellement, de savoir vraiment ce qu'il a. Donc, au travers de ses émotions, on essaie de savoir ses émotions, maintenant d'établir peut-être des textes au travers de la publicité. On parle des choses dans la publicité, on met des textes dans la publicité, dans les sites web, dans les produits, dans le packaging. C'est ça le langage qu'on parle, bien sûr, avec le client. C'est au travers les stimuli marketing, c'est-à-dire ce qui incite le marketing. Comment le consommateur voit ces stimuli marketing, la publicité, les produits, l'emballage, etc., etc. Tout ça, c'est le langage. On parle avec le client. On dit pas, on ne reste pas avec le client et on le dit faire ça et faire ça et faire ça. C'est au travers du stimuli marketing, c'est au travers de la communication. Voici le nouveau produit au travers de la publicité, au travers les panneaux publicitaires, au travers de l'emballage, au travers ça, au travers le merchandising, etc., etc. Tout ça, c'est le langage. Mais pour dire un droit spécifique dans le marketing, non, il n'existe pas un droit. Il existe un code d'éthique pour le marketing et un code éthique pour neurosciences. J'espère avoir bien répondu à votre question si j'ai bien compris la question. J'espère. Super. Passons à Ali Hamidi. La parole est à vous. Ali Hamidi. Alors, vous me recevez? Oui, nous Allô? pouvons vous entendre. Quelle Oui, est oui, votre question? Je vous entends, Ali Hamidi. En fait, je voulais juste savoir par rapport, par exemple, pour ceux qui ont déjà des connaissances dans tout ce qui est, par exemple, nouvelles technologies ou bien technologie de l'information, et que comment on peut assurer la transition pour essayer de comprendre un peu le domaine. Par exemple, quelles sont les notions de base que vous nous suggérez ou bien que vous nous proposez de commencer à essayer d'apprendre pour essayer de maîtriser le domaine de la neuromarketing. Oui. Parce que j'ai compris qu'avec que ce soit l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, ils ont besoin de données fiables. Et c'est l'IoT qui est, on peut dire, l'élément crucial pour ces technologies. Donc maintenant, puisque ceux qui font technologie de l'information, ils sont plus orientés vers tout ce qui est Internet des objets et intelligence artificielle, ainsi de suite, comment on peut essayer de combler cette partie, en fait, pour essayer de bien maîtriser le domaine? Merci. Très bonne question, très bien. Et ici, en tant que, pour moi, je ne peux pas vous dire vous devez être des marketeurs ou bien vous devez être des neurosciences ou bien vous devez être des psychologues. Mais ce qu'ils font en tant que vous, dans la technologie de l'information, qu'est-ce que vous faites? C'est comment établir les messages
Vous voyez comment établir le message. Donc, les messages de l'information, le message de ça, le message de ça. C'est ça, c'est à vous. C'est à vous. C'est pas, par exemple, le rôle de neurosciences ou bien le rôle de psychologue. Le rôle de la neuroscience ou du psychologue dans ce cas-là, seulement il vous donne des résultats. Il vous donne la réaction. Mais pour vous, il faut bien établir le message. Vous établissez le message et vous dites, on doit maintenant euh, tester la réaction du consommateur de ce message-là. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant le neuroscience? Il mesure ça au travers les outils de neuromarketing et la réaction, il vous donne la réaction, il vous dit par exemple, voici une réaction dans cette partie du cerveau, voici une réaction dans la dilatation de l'œil, etc., etc. Et le psychologue explique les raisons derrière de ça, mais vous, en tant que dans la technologie de l'information, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez le message. Quel est le message à donner à ces gens-là? C'est vous qui créez le produit, même dans le domaine de neuromarketing. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le marketeur qui fabrique l'emballage, avec le designer, bien sûr, avec celui qui fait la conception. C'est le consommateur qui essaie de comprendre bien les besoins du consommateur. Et au travers de ça, il élabore, ou bien il prépare le produit, ou bien la publicité. Mais le rôle de neurosciences et le rôle de psychologue, c'est seulement d'expliquer. Mais si le marketeur, c'est pour vous en tant que technologie de l'information, c'est de savoir comment, par exemple, avoir un grand impact sur votre message. Si vous établissez un message, comment parler, par exemple, de quelle manière, de qu'est-ce que je dois faire, quelle est la couleur, par exemple, que je dois, par exemple, porter, comment, par exemple, je fais, par exemple, mes cheveux, comment faire ça, comment faire ça, et tout ça et tout ça. Donc, c'est à vous de proposer ça, mais la réaction après. Et puis, vous pouvez faire des modifications et voir ça et ça et ça. Parce que le marketing, c'est toujours avec l'expérience. C'est toujours, on essaye avec l'expérience. On ne peut pas faire directement une chose idéale. On propose deux fois, et puis on fait la réaction, on étudie la réaction, et on propose encore une fois et faire des modifications. C'est ça pour quelqu'un dans la technologie de l'information et dans c'est comment établir bien ce type de message. Donc, c'est ça généralement ce qu'on appelle généralement le neuromarketing ou bien l'utilisation des techniques de neuromarketing. Concernant les outils, ça, c'est à vous, si vous voulez, bien sûr, de savoir comment utiliser ces techniques et tout ça. Donc, c'est à vous bien sûr, si vous voulez approfondir plus. Candide. Donc, d'après ce que j'ai compris de vous, docteur, c'est qu'il y a une relation entre la culture et le neuromarketing également. Car la Bien culture sûr, on peut, peut pas, bien sûr, c'est ce qui est, par exemple, efficace aux États-Unis, ce n'est pas un message efficace aux États-Unis, ce sera pas euh, euh, obligatoirement efficace aux Comores ou bien, par exemple, à notre pays. À notre pays, ça dépend, le pays, ça dépend de sa culture, ça dépend les couleurs, etc., etc. Si on a beaucoup de temps, je vais expliquer plus de plus comment comment cet effet-là. Seulement, j'ai essayé dans cette lecture-là, d'essayer de donner les bases seulement de neuromarketing. Oui, en fait, c'est pas, bien sûr, le neuromarketing, euh, en fait, c'est le consommateur. Le consommateur euh, bien sûr, il est impacté par la culture, il est impacté par sa personnalité, il est impacté par le stimuli marketing, etc., etc. Au travers de ça, bien sûr, on essaie de mesurer euh, l'impact de tous ces éléments au travers le neuromarketing. non, Je crois qu'il y a une splendide. question aussi. Je suis très flatté pour cette formation. Le marketing digital est bien expliqué par le coach Catherine Véa, officier de coopérative entrepreneur missionnaire, créateur de métier pour le Ce n'est pas développement une question, docteur, ne vous inquiétez pas. Si c'était une question, je vous l'aurais dit. Ah, d'accord, très bien.
Pour Oui, ceux qui ont des tout est questions, relié, veuillez tout est s'il vous relié. Le plaît. neuromarketing est relié à plusieurs sujets, comme par exemple le marketing digital est relié, bien sûr. C'est parmi les activités qu'on fait face et on peut tester ça sur le marketing, sur le neuromarketing. Même le marketing digital, à travers le marketing digital, on peut tester son activité à travers le neuromarketing. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions des participants. À la fin de ce séminaire, Docteur Sharafeddine, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, oui, je vous remercie bien. Donc, ça soutient seulement des bases de neuromarketing et de marketing. C'est un domaine, je dirais, un peu intéressant et de savoir vraiment la réalité devant nous parce que ce n'est pas, les gens pensent toujours qu'on a des décisions contrôlées et tout ça. Mais la réalité, c'est que 95% de nos décisions ne sont pas contrôlées, sont contrôlées par d'autres facteurs, c'est que euh, d'autres facteurs psychologiques, d'autres facteurs émotionnels qui impactent nos décisions. Donc ici, ça vient le rôle du marketing. Donc on doit toujours être responsable en tant que marketeur pour donner un message qui impacte positivement le consommateur. Splendide, merci infiniment à vous, Docteur Sharafeddine, pour ce merveilleux séminaire et pour tous vos efforts. Merci à vous Merci aussi. infiniment à tous les participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Avant de terminer, passons à Azra. Azra, la parole est à vous. Oui, je voulais juste poser une dernière petite question, docteur. Est-ce que vous avez un compte YouTube dans lequel vous publiez des formations ou des... Est-ce que vous détenez un compte YouTube? Non, je n'ai pas un compte YouTube pour faire des formations ITAB. Donc, si vous avez des questions ou des choses, vous pouvez bien sûr me contacter via la plateforme ITAB. Je serai vraiment heureux de bien sûr de répondre à vos questions. Donc, mais pour faire ça, non. Je fais de la recherche, je Ah fais de la oui. recherche dans le neuromarketing. On est en train toujours de préparer des produits, des packaging, des produits, c'est-à-dire des emballages, préparer et ça, surtout dans le domaine, je suis dans le domaine alimentaire, surtout pour les fromages, pour les produits additionnels, etc., etc. Quelle est la réaction sur le neuromarketing de ce type de produit-là? Mais je n'ai pas vraiment de formation, je ne fais pas de formation de ce type-là. Mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, je serai très heureux à vous répondre. Vous pouvez poser des questions, c'est pas de problème. Vous D'accord. pouvez me contacter, donc pas de problème. D'accord. Merci beaucoup encore une fois pour Merci. cette belle formation. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation. Vous pouvez suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiants. Vous pouvez également voir l'enregistrement du séminaire d'aujourd'hui qui sera bientôt disponible sur la chaîne officielle de l'université sur YouTube. Merci à vous tous et nous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou encore demain avec Dr Rima Bengali, le monde de la traduction, ou encore avec Emna Sultani dans le séminaire de la presse numérique. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Ramadan Karim à vous tous et au revoir. Merci à vous.